Est-ce que tu calcules des immeubles et ton cash flow est toujours négatif? Tu te dis qu'il n'y a plus rien à faire en immobilier, que l'immobilier c'est de la merde et qu'il n'y a plus une scène à faire avec ça. En tout cas, quand moi je calcule, c'est pas mal toujours la première chose que j'ai comme résultat. Mais avant de baisser les bras, il faut vraiment réussir à comprendre ce résultat-là et voir aussi si tu regardes les bons chiffres. Aujourd'hui, je t'apporte à un autre niveau dans tes calculs d'immobilier pour que tu puisses comprendre comment acheter des immeubles qui vont te permettre de te bâtir un parc immobilier puissant financièrement au travers des prochaines années. Salut tout le monde, ici Rémi. Ça fait maintenant 13 ans que j'utilise le même fichier Excel pour réussir à calculer mes immeubles. Je le connais par cœur, je suis capable de l'interpréter de toutes les façons et de lire entre les lignes. Depuis quelques années maintenant, j'ai rendu ce fichier-là disponible et les gens l'utilisent pour calculer leurs propres immeubles. Mais je me suis rendu compte avec le temps que le fichier, il décourage un peu les gens parce que les gens regardent principalement le cash flow sur l'immeuble et c'est d'ailleurs ce qui est mis en évidence dans mon document, donc je les blâme pas pour ça. Par contre, il faut réussir à aller un petit peu plus loin et comprendre entre les lignes dans notre analyse financière. Parce que de nos jours, c'est quand même vraiment pas facile de trouver un immeuble avec un cash flow positif dès le premier jour. Donc, il faut trouver des solutions. Il faut comprendre comment un immeuble peut être bon quand même. Et pour ça, il faut savoir quoi regarder. C'est pour ça que je suis vraiment très heureux parce que j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures à faire une mise à jour majeure sur mon fichier Excel pour que les gens n'aient plus besoin de lire entre les lignes, mais que les lignes soient tout simplement bien écrites pour que vous puissiez comprendre les bons chiffres et chercher la bonne rentabilité que vous voulez. D'ailleurs, tous ceux qui ont déjà acheté le programme, sachez que vous avez accès à la mise à jour totalement gratuitement. Vous avez juste à vous reconnecter et le télécharger de nouveau. Je vous fais donc un mini survol des améliorations globales et ensuite on va regarder ensemble les nouveaux onglets du fichier pour que vous puissiez bien voir les chiffres. Fait que nous voici sur l'ordinateur, juste avant d'aller dans le fichier proprement dit qui est ici. Ça, c'est quand vous l'achetez, vous avez accès au programme. Donc, c'est un programme qui est non seulement le fichier Excel, mais en plus, vous avez accès à tout plein de vidéos pour savoir comment l'utiliser. Donc, vous tombez là, ça ressemblera pas à ça. Ça, c'est mes pages de mon côté, mais vous avez les informations ici. Donc, la mise à jour de février 2025. Et bien là, ce qu'on voit, c'est que j'ai ajouté 2 nouveaux onglets qui sont super intéressants et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Puis ensuite, j'ai corrigé certains bugs, une meilleure mise en page. J'ai fait des formules un petit peu différentes des fois pour arriver vraiment à la scène près là, dans différentes choses. Et j'ai fait des ajustements de base, là, comme si on vient ici directement dans le fichier, eh bien, pour le taux d'intérêt, je l'ai diminué un peu selon ce que ça varie. Donc, dans ma dernière version, le taux d'intérêt, je pense qu'il était à 5,5. Là, je l'ai mis à 4,55. Ça fait du sens. Et aussi, j'ai fait des petits changements comme ici dans mes dépenses. Les vacances, comme on est un peu en crise du logement en ce moment, eh bien, j'ai mis 3% de vacances et non pas 5% comme d'habitude. Mais ça, c'est vous qui pouvez voir. Évidemment, vous pouvez changer ces chiffres-là et on va regarder tout ça aujourd'hui, mais j'ai fait des petits changements comme ça. J'ai diminué un petit peu le frais de bureau. Avant, c'était 1%, donc là, je me rends compte que les frais de bureau, c'est un peu moins. Donc voilà, j'ai diminué, j'ai changé quelques paramètres pour que ça soit plus facile pour vous. Donc, bref, on arrive à notre fichier ici et quand vous allez le recevoir, il est vierge. Donc, vous avez besoin de rentrer là, toutes les cases qui sont avec un contour bleu et un fond gris. C'est les cases que vous devez remplir. Donc là, j'ai déjà rempli et en fait, on se retrouve à aller dans un immeuble qui existe pour vrai. Donc, si on vient ici, c'est un quadruplex à Sherbrooke. Donc, je viens de le trouver là, tout simplement. Je fais une analyse. Donc, quadruplex à Sherbrooke en vente au moment de faire la capsule. 535 000, c'est encore des prix qui sont, on va dire, raisonnables. Est-ce qu'il est rentable? Je ne sais pas. On va le regarder ensemble. Donc, ici, on a les premières informations. On regarde, évidemment, quand on recherche un immeuble, c'est pas juste un calcul. On va regarder les années. 1961, c'est quand même bon. On voit que on a les infos ici. Donc, on a des dépenses d'électricité pour les aires communes. Le chauffage est à la charge des propriétaires. Assurance, déneigement. Donc, on a beaucoup d'infos. C'est bon, ça va nous permettre de faire un calcul intéressant. Et maintenant, on se rend compte qu'il nous manque quand même quelques infos. Donc, c'est important. On va cliquer ici. Ça nous amène au quadruplex là, vendu via Capital. Et là, on a plus d'informations. Donc, vraiment, il faut aller chercher. Puis là, je ne peux pas aller chercher très loin, là, mais il faut chercher pour aller plus loin. Donc, ici, des choses qui sont importantes. Les 4 logements, c'est tous des 4,5 et ils sont loués 735 par mois, chauffage et eau chaude inclus. Donc, c'est quand même vraiment pas cher. On va voir ici, donc, il est vendu l'immeuble pas trop cher, 535, mais est-ce qu'il vaut 535? Est-ce qu'il est rentable à 535? Ben, peut-être pas. Les loyers sont vraiment pas loués très cher. En plus, c'est chauffage et eau chaude inclus. Donc, vraiment, ici, on a des choses intéressantes. Vous pouvez prendre le temps de le lire.
Et là, je ne connais pas exactement le marché de Sherbrooke, mais chose intéressante maintenant avec toute l'intelligence artificielle, si on va sur ChatGPT rapidement, eh bien, j'ai juste demandé quel est le prix d'un logement moyen 4,5 à Sherbrooke. Eh bien, il est capable de nous sortir très rapidement là, un article qui parlait en 2024 que les loyers ont augmenté énormément à Sherbrooke, donc une augmentation de 43 ans depuis 2021. Clairement, les loyers qu'on a ici dans cet immeuble-là n'ont pas l'air d'avoir augmenté autant, mais ce qu'on voit, c'est qu'il nous fait un résumé ici. Ils ont passé de 921 en 2021 au montant moyen de 1317 en 2024. Donc, c'est une hausse quand même considérable. Et bon, là, ici, une autre phrase qui dit selon Century Estrie que ça a augmenté plus que ça. Mais bon, il faut toujours prendre ChatGPT selon un petit grain de sel aussi et analyser par nous-mêmes. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai dit, OK, ça, c'est des articles. Donc, le prix a beaucoup augmenté. Mais en ce moment, là, sur Kijiji, mettons que je veux louer un 4,5, ça se situe à quel prix? Bien, tu vois, selon Kijiji, ou Kangaloo, on est à 1050 pour un logement près du cégep, luminé, 2 grandes chambres et tout, à 1050 pour un autre qui est sur une autre rue et 1350 pour un qui est neuf et qui comprend une cuisine à air ouverte. Et on comprend que ces prix-là, ils sont probablement pas chauffés pour éclairer. Donc, nous, on est ici à 735 par mois, chauffage et eau chaude inclus. Et un prix à Sherbrooke sur Kijiji, tu es capable d'en avoir pour 1050, 1150, 1350. Et probablement, je n'ai pas cherché, mais probablement qu'ils ne sont pas chauffage inclus. Donc, on est dans des prix qui sont vraiment plus élevés. Mais ça, c'est la première des choses qu'il faut voir pour être capable de comprendre nos calculs et aller plus loin. Donc là, je suis revenu ici. On a les taxes et coûts. Donc, on a toutes les informations ici et ici. Je les ai tout simplement transmis dans le dossier. Présentement, je n'ai rien fait d'autre que retranscrire les chiffres. Donc, ici, on a valeur municipale, valeur du terrain, valeur de la bâtisse. Le prix d'achat, c'est le prix d'achat demandé. On est vraiment à 535 là, ici en vente. Donc, pour l'instant, je le calcule comme ça. Ensuite, on met 20% de mise de fonds. C'est un quadruplex. On est propriétaire, disons, non occupant. Le taux d'intérêt, ben là, c'est réaliste au moment où je filme, 4,55. Peut-être que vous pourrez le mettre plus bas ou plus haut selon où vous êtes rendu là, quand vous regardez et que vous faites votre propre analyse. Amortissement sur 25 ans, c'est le plus standard. On a 4 unités, donc c'est tout ce qu'on a besoin de remplir ici. Ensuite, je peux aller faire quelque chose de très compliqué là, dans mon dossier pour l'instant. On n'a rien d'autre à remplir. On vient ici dans les revenus. Donc, il est écrit qu'on a 4 fois 735. Donc, on a 735 4 fois tout simplement. Ça nous donne des revenus de 2 940 par mois ou 35 280 par année. On n'a rien fait d'autre pour l'instant. Et dans les dépenses, je suis allé mettre ce qu'il y avait. La seule chose qui se calcule automatiquement, c'est un 5% de gestion, un 3% de vacances. Et ensuite, on a taxe municipale que les coûts étaient là, municipale, scolaire, l'assurance, l'électricité, donc pour les aires communes, il est écrit qu'il y a une entrée commune. Et ensuite, le chauffage, c'est ça qui fait mal à le mazout. On a une réserve en capital, donc pour refaire la toiture ou quoi que ce soit. Et un peu de déneigement, on a 1000 quelques dollars par année. Et des frais de bureau qui se calculent automatiquement, de la publicité qui se calcule et même des cadeaux. Donc ça, c'est la façon que mon dossier, fichier Excel, calcule les choses. Donc, on a vraiment juste besoin de ces 3 onglets-là pour débuter. Et ensuite, on peut commencer une analyse. Et là, évidemment, on a du rouge partout. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas si intéressant que ça. Et c'est là avant où le dossier, le fichier Excel décourageait bien des gens. Parce que là, on est dans le surplus mensuel, ou je devrais dire cash flow, en fait. Donc, c'est le surplus mensuel. On est dans une perte de 840 $ total. Et donc, 210 $ par porte, ou un cash flow de moins 10 085 $ par année. Donc là, tu achètes un immeuble, tu viens de débourser 116 000 $ pour l'acquérir. C'est ça que ça comprend en fait ton montant ici, qui est ton mise de fonds, plus le montant de départ, donc le notaire, l'inspection, les choses comme ça, la taxe de mutation. Donc en tout, tu as déboursé 116 000 $ et il n'est pas rentable, tu vas devoir débourser 10 000 $ de plus par année. Donc là, tu te dis, c'est pas intéressant, l'immobilier, ça vaut de la il n'y a rien d'intéressant là-dedans, on n'achète pas ça. Mais là, c'est là où on va aller commencer à analyser un petit peu plus loin. La première des choses, ça, c'est l'immeuble au jour 1, un portrait en date d'aujourd'hui. Donc là, jusqu'à maintenant, il fallait savoir lire entre les lignes et comprendre c'est quoi le potentiel d'un immeuble.
Mais là, grâce à mon nouvel onglet spéculation potentielle ici, eh bien, on va venir ici et là, on a quelque chose qui est intéressant. Si vous l'avez de votre côté, peut-être que le design est un petit peu différent. Moi, je suis pas sur Excel directement, mais il y a une version Excel où le design est différent, mais tous les mêmes calculs sont les mêmes. Donc, après ça, on va venir ici et c'est là que ça peut devenir intéressant. Donc, l'année 1, on est en cash flow négatif. L'année 2 aussi, l'année 3. Et là, 26, on commence à avoir du vert apparaître. Pourquoi l'année 26, on est dans le vert? C'est tout simplement parce qu'on a une hypothèque sur 25 ans. Donc, évidemment, si on revient ici, notre hypothèque, elle nous coûte 28 000 par année. Donc, si on n'a pas d'hypothèque, bien évidemment, on a 28 000 de revenus plus. Donc, si on enlève notre dépense à 10 000 c'est comme si on avait 18 000 de plus qui reste. Donc, si on vient ici, on est 18 000 dans le vert parce que tout d'un coup, on n'a plus l'hypothèque à payer. Donc là, on a un cash flow qui est positif. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on était si mauvais que ça avant et on va en revenir. Et maintenant, notre cash flow devient positif. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que ici, on a dans la spéculation, on est à 0. Donc, est-ce que l'augmentation des revenus annuels va être de 0? Non. Cette année, en 2025, le tribunal a annoncé qu'on était à peu près à 6 %. Évidemment, ça ne sera pas à 6 % éternellement. Donc, peut-être qu'ici, ça pourrait être bon de mettre 3 ou 4 %. Souvent, on tourne dans ces eaux-là. Donc là, si on augmente les revenus, on voit qu'à partir de l'année 5, on commence à voir du vert apparaître. Et là, l'année 10, on a du vert qui apparaît. Fait que là, tout d'un coup, c'est intéressant quand même parce que là, oh, OK, on a des immeubles qui, peut-être qu'on n'est pas si mauvais que ça, on commence à avoir du vert apparaître. Après ça, par contre, là, ici, les dépenses annuelles. Est-ce que c'est réaliste que les dépenses restent à 0? C'est sûr que non, on a beaucoup d'inflation, on va mettre ça à 3. Là, évidemment, on commence à revoir du rouge un peu parce que nos dépenses augmentent. Donc, on a quand même du vert à partir de l'année 10. C'est intéressant. Et ensuite, l'estimation de la plus-value, eh bien là, à 2 %, c'est peut-être un peu bas. On pourrait facilement, probablement, mettre du 3 ou 4. On va rester conservateur, on va mettre du 3 %. Donc là, ici, c'est de la spéculation. Hein. On ne peut pas savoir le futur, on ne peut pas savoir comment ça va se passer, mais en mettant des chiffres comme ça, on a une idée pour l'avenir. Donc là, on regarde ici. On a du rouge, du vert. En fait, ces chiffres-là, c'est quoi? C'est un peu un résumé des années que si on vient ici. Ici, on a année après année, ça va être quoi notre cash flow pendant les 50 prochaines années sur cet immeuble-là. Donc, en fait, la première année, on a des revenus de 35 000. On a des dépenses de 15 000. On a une gestion qui est là. On a une vacance. On a une réserve en capital et un paiement d'hypothèque. Tout ça nous donne un cash flow de moins 10 000 par année. Et ce cash flow-là de moins 10 000, l'année d'après, il est un peu moins élevé. Pourquoi notre perte est moins élevée la deuxième année? Bien, c'est parce que nos revenus ont augmenté de, on vient de l'écrire ici, de 4 %. Donc, nos revenus ont augmenté de 4 % et nos dépenses ont augmenté de seulement 3 %. Donc, on vient d'augmenter les revenus plus que les dépenses, ce qui fait qu'au final, on va avoir une meilleure rentabilité et notre cash flow va être moins négatif. Donc, grâce au seul fait que les revenus augmentent plus vite que les dépenses, on va être capable d'aller rechercher dès la 11e année, on va être capable d'aller chercher un cash flow positif. Par contre, ça nous prend quand même 11 ans pour se rendre là. Ce n'est pas si intéressant pour l'instant. Mais après 11 ans, on va devenir dans un cash flow positif. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que pendant 10 ans, donc pendant les 10 premières années, on a avancé, on va dire, un cash flow négatif dans l'immeuble. Donc, comme on a avancé un cash flow négatif, la première année, on avait avancé l'équivalent de 10 000 $. La deuxième année, on a avancé 9 000 $ supplémentaires, donc on a avancé 19 000 $. Donc, au final, au travers de toutes les années, on va avoir avancé dans l'immeuble, on va avoir fronté pour que les locataires puissent habiter là, un montant de 55 000 $. Donc là, tu viens d'acheter l'immeuble 535, tu mets 107 000 $ de mise de fonds, tu en finances 428 et tu arrives ici et en plus, tu vas devoir injecter 55 000 $ supplémentaires pendant 10 ans avant de commencer à faire de l'argent, avoir un cash flow positif. Donc là, maintenant, à la 11e année, tu as un cash flow positif. Par contre, tu n'as pas fait d'argent encore parce que tu dois rembourser ce que tu as fronté sur l'immeuble. Donc, éventuellement, ça va te prendre, on arrive ici à 18 ans, donc ça va te prendre 7 ans supplémentaires pour venir faire un profit de plus qui va te permettre de rembourser ce que tu as fronté dans l'immeuble, ce que tu as avancé dans l'immeuble. Et à partir de la 19e année, ton cash flow il est négatif, il est positif, de grandement positif, et tu commences à faire de l'argent avec ton immeuble. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant, ce tableau-là ici, parce que là, les gens se concentraient sur le cash flow la première année qui était négatif, puis ils se disaient c'est jamais rentable. Mais au final, l'immobilier, c'est pour le long terme. Donc, ça ne veut pas dire que c'est rentable au jour 1. Par contre, si c'est rentable, ben, tant mieux. Puis si ce n'est pas rentable, est-ce que ça va être rentable dans le temps? Et combien d'argent que tu vas devoir devancer avant de commencer à être rentable?
Donc là, on est ici. Ça veut dire que les premières années, ça ne sera pas rentable. Après ça, ça s'en vient de plus en plus facile, on va dire, à supporter. Après 10 ans, tu viens mettre un 2000 $ de plus dans le portrait, tu es rendu à 55 000 et après ça, bon, tu reçois un peu d'argent. Et ça, c'est comment le tableau fonctionne ici. Et je vous ramène à cet onglet-là. Et là, on a du rouge un peu partout et du vert, du rouge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre immeuble, là, on parle de cash flow. Donc, ça, c'est vraiment le cash flow, ce qui est, tu dois sortir à la fin de l'année. Mais ce que tu dois sortir, c'est pas nécessairement tout l'argent de tes poches. Parce que si on prend toutes les dépenses, là, donc on parle ici des dépenses, la gestion, la vacance, les taxes municipales, la réserve en capital et tout ça, si on prend vraiment toutes les dépenses, on est à moins 10 085 dans notre année. Par contre, il faut savoir que quand on est dans un immeuble à revenus, eh bien, on a différentes dépenses. Là. Comme ici, la gestion, là, la plupart des gens la font eux-mêmes. Je ne dis pas ici que c'est pas bon de la faire, c'est pas bon de la mettre à gestion ou quoi que ce soit. Je dis juste que le tableau, il calcule automatiquement 5 de gestion, mais la plupart des gens que j'accompagne font la gestion eux-mêmes au début et il y a des bonnes raisons au travers de ça. On en reparlera dans une autre capsule. Il faut être capable de comprendre c'est quoi faire la gestion. Mais l'idée, c'est qu'ils vont la faire pour la plupart des gens tout seuls. Ensuite, on a aussi la vacance ici qui se calcule tout seul à 3 %. Ensuite, on a une réserve en capital qui se calcule tout seul. Il suffit de dire quel montant qu'on veut. Donc, si votre immeuble est plus vieux, vous pourriez mettre une réserve en capital, disons, de 450 $ par logement. Et là, ça se calcule selon le nombre de logements. Mais on va le laisser à 250 pour notre exemple. Et ça se calcule tout seul à 1000 $. Donc, ces trois dépenses-là, entre autres, la réserve en capital, la vacance et la gestion, pour la très grande majorité des gens, ce n'est pas de l'argent qui va sortir de tes poches à chaque année. Ce n'est que de l'argent que tu mets de côté ou que tu prévois un jour payer. Parce que la vacance, là, ça ne veut pas dire que tu vas prendre de tes poches 1058 $ à chaque année et que tu vas payer pour de la vacance dans ton immeuble. La vacance, c'est si ton immeuble n'est pas loué, si un de tes logements n'est pas loué. Tu ne vas pas payer pour un de tes logements vacants. Par contre, ça va être des revenus que tu n'obtiendras pas. Donc, si on prend ça en considération, bien, ça veut dire que probablement que les gens qui sont là, il est écrit dans notre fiche descriptive que les locataires sont là depuis longue date. Donc, ça se peut très bien que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tous tes logements soient pleins. Tu as 4 logements. C'est quand même facile à remplir. On est dans une crise du logement. Tout va bien. Par contre, ça peut arriver qu'au bout de ta 4e année, eh bien là, tu décides de rénover un logement. Ça te prend 3-4 mois à rénover, puis ça te prend un autre mois avec le locataire, il rentre. Peut-être que tu vas avoir perdu 4, 5, 6 mois le temps de faire tout ça. J'espère que ça va être plus rapide, mais ça se pourrait que tu perdes 4 mois, disons, à rénover ton logement puis à faire rentrer quelqu'un dedans. Dans ton immeuble, tu as 4 logements, tu as 12 mois par logement, donc au final, tu as 48 mois. Eh bien, si tu en prends 4 dans ton année, sur les 48 mois que tu as, eh bien, tu viens d'avoir quasiment du 9 % de vacances dans une seule année. Fait que si tu l'as réparti sur les 3-4 dernières années que tu n'avais pas eu de vacances, bien là, tu viens d'obtenir un 3 % de vacances ici. Vous comprenez que ce n'est pas nécessairement de l'argent qui sort à toutes les années de vos poches, mais ça se peut qu'un jour, ce taux de vacances-là, il vienne s'appliquer. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on arrive ici, ça, c'est vraiment ce qui va tout compris, là. On est dans le négatif. Mais ici, ça se peut que ça soit réellement ça qui sorte de vos poches. Parce que je l'ai fait. Là, les gens, quand on le comprend bien, c'est facile à analyser. Au début, il faut prendre le temps de se familiariser avec. Mais l'idée, c'est de dire que le vrai cash flow négatif dans ce cas-ci qui va sortir de vos poches, c'est probablement 6 263 $ et non pas 10 000 $. Parce que la vacance, tu ne payeras pas pour ça. La gestion, tu risques de la faire toi-même. Et la réserve en capital, tu ne vas pas la sortir à chaque année. Donc, le vrai montant que vous allez devoir supporter pendant la première année, ce n'est pas 10 000, c'est 6 263 $. Donc, ça, c'est annuel et ici, on a le même chiffre mensuel. Donc, c'est beaucoup moins pire déjà. Donc, si vous dites, mon Dieu, j'ai pas 10 000 $ à mettre de plus par année sur mon immeuble, ben, ça se peut que pendant les premières années, tu n'aies que 6 000 $ à mettre par année sur ton immeuble en prenant ces postes de vacances-là qui ne sont pas une réelle cash flow qui sort de tes poches. Par contre, il faut faire très attention parce qu'un jour, ta réserve en capital, la toiture, tu vas devoir la refaire et tu vas devoir prendre dans l'argent qui était là, on va dire. Mais bref, j'espère que vous comprenez bien. Si vous comprenez mal, venez voir mes vidéos sur l'explication et vous pouvez même me contacter, je vais vous expliquer sans problème. Mais j'espère que je l'ai fait vraiment de façon claire pour que vous puissiez comprendre la différence entre toutes les dépenses et aussi le surplus d'opération. Donc, rendu là, on a l'année 1, l'année 2, l'année 3. Et là, après ça, à partir de l'année 10, on voit qu'on est dans le négatif, mais que quand on enlève la gestion, la vacance, la réserve en capital, on est dans le positif de 5 000 $. C'est quand même déjà encourageant. On va comprendre que le vert apparaît selon certains paramètres. Et là, il me reste une dernière chose ici, donc la valeur nette. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens regardent seulement le cash flow. Donc, le chiffre ici, là, on est dans le négatif, ça ne se payera pas tout seul. Par contre, il faut comprendre que
même à partir de la première année, de l'année 1 dans ce cas-ci, même avec des très mauvais loyers qui sont vraiment en dessous du prix du marché, eh bien, après l'année 1, on va quand même avoir augmenté notre valeur nette. Et ça, c'est quand même important parce qu'en immobilier, oui, on va rechercher un cash flow de prime abord pour essayer que l'immeuble se paye tout seul. Par contre, ce qu'on veut aussi, c'est créer une valeur nette dans le temps, c'est-à-dire de valoir plus cher par rapport à notre immeuble que ce qu'on l'a acheté. T'sais. Donc, la première année, après la première année, je vous l'ai dit, on a acheté un immeuble 535 000. Et là, on prend en considération qu'on a acheté l'immeuble à la juste valeur marchande. Donc, l'immeuble, au moment où on l'a acheté, il vaut 535 000. On arrive ici dans le potentiel. Après l'année 1, notre immeuble, il va avoir pris 3 de valeur. On a mis de la spéculation ici. En ayant pris 3 de valeur après l'année 1, notre immeuble va valoir 551 000. Mais là, notre hypothèque, qui au départ était une hypothèque de 428 000, eh bien, notre hypothèque à la fin de la première année va valoir 418 000. Donc, comme l'hypothèque vaut 418 000, eh bien, on a une valeur nette sur notre immeuble qui a été de 132 000. Donc, 132 000. Par contre, là-dessus, on a dû avancer notre cash flow négatif. Donc, on est à moins 10 000 sur le cash flow de notre immeuble. Donc, en réalité, on a fait une valeur de 122 000. On a notre valeur nette ici, mais on a diminué notre valeur encore de 10 000. Donc, on a une valeur nette combinée en cash flow de 122 000. Eh bien, quand on a commencé, on avait 116 000 dans nos poches, qui est le montant de mise de fonds et les montants qu'on a déboursés. Donc, je vous rappelle, le 107 000 ici, plus le 2 500, plus le 6 000 ici, le 500. Donc, on avait dans nos poches 116 000 et à la fin de l'année, on finit dans nos poches avec une valeur nette. Ce n'est pas ce qui est dans nos poches, mais c'est une valeur nette de 122 000. Donc, on vient, après l'année 1, d'augmenter notre valeur nette de 5 %. Donc, on voit que notre cash flow, il est vraiment négatif. On est vraiment, si quelqu'un recherche un cash flow puis vit de l'immobilier à court terme, c'est vraiment pas bon comme immeuble. C'est pas avec ça que tu vas réussir. Par contre, on a déjà, dès l'année 1, une valeur nette qui vient de grandir. Ça, c'est intéressant. Après l'année 3, on est déjà à 37 % de valeur nette qui vient de grandir. Donc, déjà, on crée de la valeur ici. Fait que là, évaluez le tableau comme vous voulez, mettez-vous à l'aise. Comprenez que sur 25 ans, 30 ans, 50 ans, on peut faire des très, très gros rendements parce qu'on a mis dans le projet 116 000 $. Ensuite, on a avancé 55 000 $ de plus, qui est ici aussi. Et éventuellement, ben, quand on a fini d'avancer, on va commencer à créer de l'argent. À partir de 15 ans, on a un cash flow positif. Après 50 ans, évidemment, on n'a plus de dette. Donc là, l'immeuble, il prend de la valeur. Après 50 ans, l'immeuble, il vaut 2 345 000. On n'a plus de dette dessus. Il dégage 166 000 $ par année. Et bien là, on vient de faire 2 735 000 de cash flow et 5 millions total. Donc, 5 millions par rapport à notre 116 000. On vient de vraiment augmenter notre valeur nette. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Là. Vous venez d'acheter un seul immeuble, vous avez investi 116 000 $. Et oui, ça va vous prendre 50 ans. J'en conviens, c'est très, très long. Mais quelqu'un qui l'achète à 20 ans, il se retrouve à 70 ans avec un immeuble qui est payé depuis un bout, qui dégage un gros cash flow, qui vaut maintenant 5 millions. Tout ça avec son départ de 116 000 $ et d'avoir investi 55 000 supplémentaires. Donc, ça, c'est un immeuble réel en ce moment. Maintenant qu'on a les nouveaux onglets, on peut vraiment aller voir notre cash flow, comment il fonctionne au travers des années et non plus juste au jour numéro 1. Et ça nous permet de voir le potentiel de la valeur nette au travers du temps. Mais là, je termine avec une chose. Ça, c'est notre immeuble actuellement et c'est sur le potentiel normal, on va dire, des loyers qui augmentent de 4 % par année, des dépenses et tout ça. Par contre, on est dans un immeuble où on a une optimisation possible. Les loyers sont grandement en dessous du prix du marché, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si on vient ici, on est à 735 chauffé éclairé, c'est vraiment très bas. Donc là, ce que je vous dis, c'est dans la façon de calculer un immeuble, je ne veux pas que vous pensiez que je vais l'augmenter ici de vraiment beaucoup de pourcentage. Mais quand on regarde l'immeuble, est-ce que ça serait possible que notre immeuble, on ramène tous les loyers, je ne sais pas moi, à 1 100 $ chauffé éclairé au travers des 5 prochaines années? Peut-être parce qu'il y en a qui vont quitter, peut-être parce qu'on va être capable de négocier avec les locataires, peut-être parce qu'on va être capable de l'augmenter plus que le tribunal nous permet des gros chiffres ces temps-ci, donc 6 % juste cette année, avec une augmentation de 6 %, chaque loyer passe à 779. Et là, ben, dans notre potentiel, vous voyez, dès l'année 5, on commence à avoir un calcul qui est différent parce que ça, c'est au lieu d'être après l'année 1, on n'est pas à 10 000, mais déjà, on vient d'augmenter les loyers et là, notre cash flow, il vient beaucoup plus vite. Donc déjà, les loyers qui sont ici à
735, ben on sait qu'à partir de 2025, le tribunal a autorisé 6 %, ce qui devrait être notre augmentation minimale. On passe à 779. Donc déjà, on vient d'optimiser quand même ici notre valeur nette qui vient de continuer à augmenter plus vite et le cash flow. Mais là, comme ils sont en bas du prix du logement, en bas du prix du marché, donc 735 à 779, ça c'est le minimum qui devrait passer. Par contre, est-ce qu'on est capable de l'augmenter peut-être je vais mettre un gros chiffre de 30 % et de les amener à 1000 $? Donc si on fait ça, eh bien rendu là, le loyer qui est à 1000 $ chauffé éclairé, qui est encore en bas du prix du marché, eh bien là, on a un cash flow négatif. Si on revient ici dans notre première page, on est encore dans un cash flow positif, négatif, puis on dit, mon Dieu, un immeuble est encore pas bon, même si j'ai réussi à augmenter tous les loyers. Non, c'est pas tout à fait vrai, parce que là, quand on revient ici, on se rend compte que si on enlève la vacance et la réserve en capital, qui ne sont pas des vraies dépenses de cash flow qui vont sortir de vos poches, eh bien là, on est dans le positif. Quand on vient ici dans le potentiel, eh bien, dès la première année, deuxième année, vous êtes déjà dans le positif. Et de calcul potentiel, on a du vert partout. Donc, c'est super intéressant. L'idée, c'est de comprendre que on a un cash flow qui est là réellement. On a une équité qui grandit, elle, peu importe le cash flow, l'équité souvent, elle est positive. On a le calcul ici qui est là. Il faut faire attention parce que la spéculation, c'est de la spéculation. Donc, on ne sait pas vraiment de combien vont être les augmentations de loyer annuelles pendant les 50 prochaines années ou les dépenses et la plus-value. Mais on peut mettre des chiffres ici et jongler avec ça. Et il faut comprendre comment optimiser un immeuble. Dans ce cas-ci, 735, c'est vraiment très bas. 1000 $, ça reste bas par rapport au prix du marché. Mais si on est capable de négocier avec les locataires et d'aller chercher une bonne augmentation, et je ne dis pas ici de le faire au détriment des locataires, je dis que pendant plusieurs années, l'immeuble est à cash flow négatif et on n'est pas capable de supporter. Il faut être capable de sortir de l'argent supplémentaire. Donc, si on veut faire des dépenses, là, on n'a pas parlé de rénovation majeure, là, mais si on veut faire des dépenses supplémentaires puis refaire une salle de bain et tout ça, bien, si tu n'as pas l'argent, toi, en tant que propriétaire, pour faire ces dépenses-là, tu vas avoir de la difficulté. Donc, éventuellement, il faut penser que l'augmentation qu'on fait, ça va venir ici combler le déficit qu'on a pour être capable d'avoir de la liquidité, pour être capable de faire des augmentations de qualité de vie des locataires. Donc, il faut réussir à augmenter un peu les loyers pour réussir à faire en sorte qu'on ait une meilleure qualité de vie sur l'immeuble pour les locataires. Et même en augmentant, bien, on peut leur laisser en bas du prix du marché, puis ça devient intéressant. Donc, je ne dis pas que ça va être la première année que vous allez réussir ça, mais si vous êtes capable, cette fois-ci, de lire entre les lignes que 30 % d'augmentation est quand même intéressant et que peut-être que vous alliez arriver sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, eh bien, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir voir que les calculs deviennent dans le vert. Donc, même si on passe d'un immeuble qui était grandement dans le rouge, en bas du prix du marché, eh bien, avant même de faire des augmentations de loyer, c'était quand même un immeuble qui reste intéressant. Et si on fait des augmentations de loyer, eh bien là, cet immeuble-là est dans le vert et c'est vraiment intéressant au travers des prochaines années. Donc, voici comment analyser un immeuble, surtout avec mon nouveau fichier, la nouvelle mise à jour de mon fichier. Super intéressant, il y a beaucoup de chiffres et faites-vous-en pas si vous êtes un peu perdu. Quand vous le procurez, eh bien, il y a des vidéos qui expliquent chaque détail, donc ils vont vraiment plus loin que ce que je viens de montrer ici et ça permet de vraiment comprendre pour aller plus loin que juste regarder le cash flow de base et faire en sorte que quand on regarde ça, ben, c'est pas intéressant, c'est décourageant en immobilier. Je vous le dis, il y a encore des bonnes affaires en immobilier. Il faut être capable de rechercher les bonnes choses, de regarder les bons chiffres et aussi comprendre que l'immobilier, ce n'est pas nécessairement du court terme pour s'enrichir, mais que ça reste du long terme. Donc, avec ça ici, on vient de visualiser le long terme et on se rend compte que c'est vraiment intéressant. Si tu veux en apprendre plus, tu peux écouter cette vidéo-là. Le lien vers le fichier Excel est en description. Merci de ton écoute et bon succès.